16 juillet 1945, premier test nucléaire au Nouveau-Mexique, l'arme la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité vient d'exploser. Et pourtant, cette arme terrifiante sera bien plus une arme de chantage qu'un instrument de mort. On reprend ça depuis le début. En 1938, des physiciens européens découvrent que l'atome d'uranium peut être fendu, que ça libère une énergie phénoménale. Très vite, Einstein, pourtant pacifiste, alerte Roosevelt. Les nazis pourraient construire une bombe d'un genre totalement nouveau. L'Amérique fonce. Et pour ceux comme moi qui sont nuls en physique parce qu'ils avaient piscine ce jour-là, à partir d'un tout petit truc, on arrive à avoir de très grosses emmerdes. En 1942, projet Manhattan, c'est 2 milliards de dollars, 150 000 personnes et un secret total. À la tête du délire, des physiciens géniaux, des militaires flippés et un président qui meurt sans donner d'instructions. Et pourtant, pas plus de 15 à 20 personnes dans le projet savent le but final. Et on va remettre les vaches au milieu du pré, ou plutôt le noyau au milieu du nuage d'atomes, comme vous voulez. Le projet Manhattan, c'est 2 milliards de 1945, soit grosso modo 31 milliards d'euros de nos jours. C'est cher du feu d'artifice, car on parlera de 500 millions par bombe, soit 7 à 10 milliards d'euros par explosion. Et premier karma, l'objectif était d'avoir la bombe avant Tonton Moustache. Eh ben, ils l'auront avant Tonton Moustache, mais après sa mort. Et un karma n'arrivant jamais seul, Roosevelt lui-même meurt également avant la fin du projet. Il l'aura lancé, financé, justifié, et la question de savoir si oui ou non il l'aura employé restera posée. Tard, le 16 juillet 1945, le premier test atomique a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique, nom de code Trinity. Résultat, un champignon de 10 km de haut. Et boum, 500 millions. Et le 26 juillet suivant, le président Truman s'offre un double kiff. Le premier annonçait à Tonton Moustache 2, Staline, qu'il en a une plus grosse que lui. Et le deuxième, de lancer un ultimatum au Japon. Sans grande surprise, les Japonais refuseront. Et d'ailleurs, on va remettre les vaches au milieu du pré, ou plutôt Tokyo à peu près au milieu du Japon, comme vous voulez. Si la légende d'Internet dit que les Japonais allaient accepter, mais que oui, tout ça, c'était mal traduit, machin, eh ben en réalité, ils ont répondu un truc du genre « non, on s'en bat les couilles ». Ou équivalent, hein, ma traductrice japonaise est toujours en PLS. Et d'un autre côté, une autre légende qui a la vie dure à propos de son usage, qui consiste à dire que oui, Roosevelt ne pensait pas vraiment utiliser ce gadget en opération, mais que oui, voilà, il est mort avant. Alors là, c'est deux salles, deux ambiances. Il y en a certains qui vous diront que oui, il y a des preuves, et il y en a d'autres qui vous diront que non, il n'y a pas de preuves. Débrouillez-vous avec ça. Non, je rigole. Hein. En réalité, si certains scientifiques ont bel et bien évoqué la possibilité de faire sauter la bombe à vide, histoire de montrer ce qu'elle valait, en réalité, Roosevelt était très pragmatique et très américain. La doctrine en matière de vie humaine des US, c'est banal et morbide. On épargne les vies humaines américaines, les autres, on s'en fout ou équivalent. Donc, basiquement, là où Truman réfléchit 10 minutes à savoir s'il allait épargner des vies japonaises ou non, Roosevelt n'était pas mieux, car il n'a jamais écouté le groupe Frank qui demandait ce fameux tir à vide. Déjà, car il est mort avant, donc techniquement, ça va être un petit peu compliqué d'écouter quelqu'un quand t'es mort. Son motto était que la guerre exige des sacrifices, mais la priorité est de sauver des vies américaines et de vaincre l'ennemi avec la force maximale. Donc, de là à faire l'assistante sociale, on en est quand même assez loin, et c'est dans la joie et la bonne humeur. Enfin, vous aurez compris, c'est du second degré, hein. On n'est pas tout au premier degré, sinon c'est pas la peine de venir sur Vox Chronica. 6 août 1945, Hiroshima, 80 000 morts sur le coup. 9 août, Nagasaki, rebelote, un petit peu moins de morts. Le 15 août, le Japon capitule, et c'est pas du tout à cause de la bombe atomique. Il faut bien se dire que pour les Japonais, il y a toujours cette petite tendance toute mimi samouraï à se sacrifier pour l'empereur. Et bien entendu, le karma n'est jamais bien loin, car t'es sur Vox Chronica. Tout le monde s'accorde à dire de nos jours que les Japonais n'ont pas capitulé à cause des 2 bombes atomiques, mais plutôt à cause de l'invasion soviétique. Et non pas car ouin, ils sont très forts naturellement car ils ont Poutine de leur côté, c'est plutôt parce que ouin, c'est des gros starbés de la soupière et ils seraient foutus de nous prendre l'empereur. Mais fallait-il vraiment l'utiliser? Plusieurs figures militaires de premier plan contestent ce choix. Le général Leahy, conseiller de Truman, dit « En employant cette arme, vous avez adopté un standard moral égal à celui des barbares du Moyen-Âge. » Eisenhower lui-même se déclare choqué. Aucun des grands commandants du front Pacifique ne s'oppose à l'usage de la bombe sur le moment, mais ils le feront plus tard, après-guerre et en privé. Autrement dire, pour résumer encore plus simplement, que ceux qui n'étaient pas là ont gueulé, mais ceux qui étaient à côté, finalement, ils étaient bien arrangés de ne pas avoir à attaquer en frontal le Japon. La guerre vient de se terminer, mais une autre vient de commencer. Et pour bien comprendre, il faut revenir à l'été 45. Roosevelt est mort, Churchill va se faire dégager d'ici peu, et Truman pense avoir débloqué la skin nucléaire. Truman débarque sûr de lui, il vient d'avoir la confirmation que les tests Trinity a bien marché, il ne montre rien mais laisse filtrer un message ambigu à Staline. Une arme d'un type exceptionnel est désormais prête. Mais Tonton Moustache ne bronche pas, il hoche la tête, il sait déjà depuis des mois ce qui se trame du côté
du Nouveau-Mexique. Grâce à une taupe infiltrée au cœur du projet Manhattan, Klaus Fuchs, brillant physicien et membre de premier rang du KGB. Et Klaus Fuchs va tout simplement penser, comme quelques physiciens, que les États-Unis ne doivent pas avoir le secret exclusif de l'arme atomique. C'est donc là que commence la vraie guerre froide. Pas à Berlin, pas en Corée, à l'intérieur même d'un laboratoire dans les zones grises du renseignement. Mais Truman s'en fiche, il pense avoir un coup d'avance. Dans l'ombre de la bombe, les États-Unis vont imposer leurs règles. En 1945, on crée l'ONU à San Francisco, c'est-à-dire chez eux. Une organisation internationale où les 5 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont un droit de veto, mais un seul a une bombe atomique. Est-ce que tu vois l'arnaque arriver? Ce n'est pas fini. À Bretton Woods, on définit un nouvel ordre économique mondial. Le dollar devient la monnaie de référence. Et là, c'est double combo parce que les USA ont la plus grosse réserve d'or mondiale et la bombe atomique. La Banque mondiale et le FMI sont mis en place et qui dirige tout ça? Les États-Unis, car ils payent tout simplement la plus grosse part. En 1945, la planète découvre une chose. Qui a la bombe a le pouvoir économique et militaire. Mais c'est par un joyeux matin de 1949 que l'URSS fait exploser sa première bombe A et rabat totalement les cartes. Entre 1945 et 1949, les USA travailleront à verrouiller le secret atomique et à embrider totalement la fabrication et le secret. Et pour rien, parce que sur le papier, là où dans le projet Manhattan, sur 150 000 employés, il y en a 15 ou 20 qui ont le secret complet de la bombe atomique, il a suffi d'un seul espion parmi ces 15 ou 20 pour trahir le secret. Esempi formidabili di organizzazione giuridica, politica e sociale. Il Mediterraneo è un mare certamente meridionale, ma è sulle rive del Mediterraneo che sono nate le grandi religioni, le grandi filosofie, la grande poesia e un impero. Un réseau d'espions soviétiques s'est infiltré dans le projet Manhattan. Le résultat, Moscou a en partie volé la technologie nucléaire à la source. Le premier le plus célèbre, Klaus Fuchs, physicien allemand devenu britannique. Il avait un job de rêve à Los Alamos, mais en secret, il envoyait des plans ultra sensibles au KGB. Mais Fuchs n'était pas seul. À 19 ans, Theodor Hall, un gamin prodige, espionnait lui aussi pour les soviétiques. Tout ça sans jamais se faire choper. Et oui, espion depuis 1944, il n'aura jamais été rattrapé par la patrouille. Ensuite, il y avait David Greenglass, un machiniste à Los Alamos qui passait des croquis et des infos à sa sœur Ethel Rosenberg. Et de là, au mari d'Ethel, Julius Rosenberg, chef du réseau. Et quand ça a pété, ils iront même jusqu'à sacrifier Ethel sur l'autel de la guerre froide. Grâce à ce réseau, Staline savait depuis 1945 que la bombe fonctionnait, ce qui lui a permis d'avancer à fond dans son programme nucléaire. Et c'est ainsi que le 29 août 1949, l'URSS rejoint dans le groupe des superpuissants les États-Unis et va rabattre totalement les cartes stratégiques. Nom de code RDS-1, les Américains ne sont pas dupes, ils la nomment Joe 1. Joe comme Staline et 1 comme le premier avertissement. Fini le monopole nucléaire, fini l'intimidation automatique, les soviétiques ont rattrapé leur retard. Et les conséquences stratégiques seront extrêmement complexes. Dès l'année suivante, la guerre de Corée éclate. Comme par hasard, le Nord attaque, le Sud se défend. Mais les Américains n'utiliseront pas la bombe, parce que maintenant, il y a un risque de riposte. La dissuasion entre en scène et avec elle, l'équilibre de la terreur. Et en Indochine aussi, ça va bouger. Le Viet Minh, totalement isolé jusque-là, sera soutenu par la Chine communiste et va bientôt bénéficier de l'ombre portée de l'URSS nucléaire. Car quand Moscou pèse dans le rapport de force mondiale, la Chine prend confiance et puissance. Et les Américains sont beaucoup plus prudents. Avant 1949, les communistes étaient un problème. Après 1949, ils deviennent un problème avec l'arme nucléaire. Le feu nucléaire devient un parapluie global. Staline peut pousser ses pions sans craindre l'apocalypse. Les Américains, eux, ne peuvent plus jouer aux cow-boys sans s'exposer à l'enfer. Bienvenue dans le monde d'après. Et sur l'échiquier stratégique, après 1949, soit t'as un pote qui a une bombe nucléaire, soit tu n'existes plus. Cette hiérarchie nucléaire n'est pas une illusion, c'est une doctrine. Les États-Unis et l'URSS imposent leur domination non seulement par les armes, mais surtout par le droit d'en avoir. Aucun pays peut espérer peser autant qu'eux. Pas même le Royaume-Uni, pourtant allié fidèle des USA. Pas même la France, qui va devoir attendre 1960 pour faire sauter le bouchon de son indépendance stratégique. Et du côté de l'ONU, les seuls membres permanents sont les vainqueurs de la guerre, et ce sont les seuls à avoir un droit de veto. Donc si en plus tu n'as pas de bombe, tu n'existes quasiment plus non plus là-bas.
Le général de Gaulle, par exemple, ne cesse de répéter qu'une nation sans bombe est une nation qui dépend d'un parapluie étranger. Quant à Mao, il prépare déjà en secret sa propre bombe avec un objectif très clair, ne jamais être le prochain Japon. Surtout quand on sait que niveau relations, Chine-URSS, ça n'a jamais été le gros délire pendant très longtemps. Et jusque-là, si tu n'as pas la bombe, tu n'existes pas. Mais en prime, à partir de 1970, tu n'auras même plus le droit de l'avoir. Et c'est ainsi dans la joie et la bonne humeur que des pays vont s'équiper de la bombe, ou alors chercher à s'en équiper. Royaume-Uni, France, Chine, puis Inde, Pakistan, Israël, le club se mondialise et les candidats ne manquent pas. L'arme qui devait mettre fin à toutes les guerres a surtout créé une nouvelle religion. Et la surprise, un certain Aqil Khan, ingénieur pakistanais, décide de vendre la recette de la bombe à la crier, un peu comme on poste une recette de pâte à crêpes sur marmiton. Résultat, Kim Jong-un et sa bande vont avoir la bombe aussi. La non-prolifération prend un platane magistralement. Le monde vit sous une épée Damoclès nucléaire où une erreur humaine ou technique peut tout faire sauter. Ou finalement ne pas tout faire sauter. Cas particulier, le Pakistan et l'Inde, qui ne peuvent pas du tout s'encadrer, ils se tapent régulièrement sur la tronche en 1947, 65 et 71. Les deux testent leur bombe en 1998 et vont continuer à se taper sur la tronche joyeusement sans jamais utiliser leur arme atomique. Et si seulement ils étaient les seuls. Car de nos jours, si la Russie et la Chine sont copains comme cochons, ça n'a pas toujours été le cas. Ainsi, quand la Chine devient une nation nucléaire en 1964, l'URSS et Chine se tapent sur la gueule en 1969. Ils ont renforcé leurs alliances respectives, la Chine avec les USA et l'URSS avec le Vietnam, juste pour emmerder l'un et l'autre, sans jamais s'atomiser pour autant. Et je vous en passe des meilleurs. Chine, Inde, Pakistan ne peuvent pas non plus s'encadrer et sans jamais mutuellement atomiser la tronche. L'arme nucléaire, ce n'est plus un secret pour personne. Aujourd'hui, n'importe quel idiot bien renseigné peut se fabriquer sa petite bombe nucléaire dans son garage. C'est devenu un ticket d'entrée du club des puissants, l'assurance vie d'une nation. Et pourtant, l'arme la plus destructrice de l'histoire n'aura été utilisée que 2 fois en opération, ne restant, pourvu que ça dure, qu'un instrument de dissuasion qui ne suffit qu'à exister pour dissuader. Et le plus important dans tout ça, qu'est-ce que vous en pensez de ça ?